Bonjour à ceux qui sont avec nous. Bonjour Francis. Bonjour Palish. Bonjour Lenovo. Donc petit à petit, ils vont nous rejoindre. En général, on laisse 5 minutes avant de démarrer. Et pendant que les gens se connectent, on commente les chiffres de participation. Attends, je vais partager mon écran. Tu me dis si tu vois mon écran. Ouais, très bien. Super. Donc, on va attendre 1 minute, commencer officiellement à 10 heures GMT, et on laissera quelques minutes aux gens de nous rejoindre, mais on pourra commencer à commenter les statistiques de notre communauté, de nos participants aujourd'hui à la masterclass. Super. Donc, bonjour Armand, bonjour Francisco. Là, c'est des nouvelles personnes. Je n'ai pas l'impression pour l'instant de reconnaître les noms. Après, je ne vous connais pas tous, hein, on grandit, on grossit tellement vite. Donc, bonjour, bonjour et merci aux nouveaux membres qui nous rejoignent pour cette thématique. On a quelques chiffres à vous partager sur vos différents profils avant de démarrer la session. Donc, je pense on va commencer à parler des stats, Isadora, si tu veux bien, pour qu'on fasse connaissance avec la communauté qui s'inscrit à ta masterclass. Alors, je crois, je me mets en plein écran. Est-ce que tu vois bien le partage d'écran alors? Ouais, on voit très bien. Très, très clair. Super. Donc, en attendant que la communauté continue à se connecter, donc comme on t'a partagé les informations à Isadora, il y a environ 200 personnes qui se sont inscrites à cette masterclass, avec aussi bien des personnes qui seront présentes aujourd'hui et d'autres qui seront en replay. En termes de genre, il y a 35% de femmes, 65% d'hommes. Est-ce que c'est une répartition assez juste par rapport à ta thématique en général quand tu prends la parole? Alors en fait, j'ai envie de te dire que c'est même mieux parce que d'habitude, les femmes, si tu regardes le montant des fonds investis dans les startups, tu vois, qui sont, ou dans les entreprises qui sont dirigées par des femmes, c'est chaque année plus déprimant. Et c'est vrai que moi, c'est un de mes gros irritants, c'est de voir que le sujet de l'argent, du financement, de la croissance et tout sont souvent portés par des hommes. Et c'est vrai que j'ai rien contre ça, évidemment, mais je pense que la diversité, il y a beaucoup d'études qui démontrent que la diversité est un facteur clé de réussite et de performance dans une entreprise. Et donc, je suis contente de voir qu'il y a 35% de femmes qui se sont inscrites pour parler d'argent, parce que l'argent n'est pas un sujet réservé aux hommes Super, et la c'est top. croissance non plus. Donc, c'est plutôt mieux que d'habitude. C'est plutôt mieux alors, c'est bon à savoir. Et en termes de secteur, les participants à cette communauté, à cette thématique, on a eu l'agrobusiness qui s'est beaucoup mobilisé, suivi par les techs et le marketing de communication. Assez cohérent? Oui, ce qui est cohérent, c'est que sur le continent, en fait, les agro-business ont du mal en fait à trouver des financements euh, parce que, sauf à ce qu'on intègre une dimension technologique, c'est des business qui sont souvent assez locaux et quand il faut passer à l'échelle et lever du financement, c'est assez compliqué. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de l'agro-business. Bon, déjà, statistiquement, l'agro-business, c'est une grosse part d'activité dans les pays d'où viennent les participants, on verra ça après, mais en outre, c'est vrai que malheureusement, dans l'agro-business, lever des fonds, c'est plus complexe que de la tech. Il y a moins d'investisseurs et c'est des sujets qui sont peut-être plus locaux. Donc c'est vrai que, et en même temps, ça représente une grande partie, une grande part, un gros segment du business dans les pays d'origine là, de nos participants. Donc, j'espère que j'arriverai à répondre à certaines de leurs questions et à mieux comprendre comment ça se passe dans la tête d'un investisseur. Et sur la tech, ben, pas de surprise, parce que évidemment, il y a beaucoup de startups qui cherchent à lever des fonds. Donc, Très bien. En termes d'années d'expérience, là, il n'y a plus de surprise aujourd'hui. Dans notre communauté, c'est un petit peu ça la répartition. Une majorité de 1 à 5 ans d'expérience, suivi par 6 à 10 ans, suivi par 11 à 15 ans. Donc, on est plus surpris par ça parce que c'est vraiment la cible voilà, qui cherche à apprendre voilà, à engranger beaucoup d'informations à ce stade-là. C'est plus la localisation, les types de conseils. Donc, en termes de localisation, on a quand même toujours une forte base Afrique. 86% des participants qui sont présents représentés par le top 3 des pays, hein, Côte d'Ivoire, Sénégal et Burkina. Et enfin, beaucoup plus d'entrepreneurs, bien sûr. 83% des personnes connectées sont des entrepreneurs, suivis par des gens, pas des personnes salariées, mais qui travaillent dans le monde de la finance, je crois. ouais, super. Donc, n'hésitez pas à ceux qui travaillent dans le monde de la finance et tous de manière générale à utiliser le chat parce que l'intention, c'est qu'on partage ici des connaissances.
c'est vraiment le cœur de la communauté entourage, c'est qu'il n'y a pas de sachant, tout le monde partage en fait ses expériences et ses expertises. Donc, et sur la localisation, oui, bah ça m'étonne pas. Ce qui est vraiment chouette, c'est de voir à quel point en fait c'est important ce qu'on fait avec Entourage, c'est-à-dire d'ouvrir l'expertise et de la rendre accessible. Parce Ouais. que on voit bien que sur le continent, il y a une vraie attente, une vraie soif en fait de mieux comprendre, d'être mieux préparé et donc c'est très chouette. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc, la communauté se connecte au fur et à mesure. Très bien. On va passer directement au brise-glace avant de commencer, avant de te laisser la main pour la keynote. Quelques mots pour t'introduire auprès de la communauté. Donc, c'est un exercice ce qu'on fait toujours en démarrage de masterclass. Donc là, je vais juste arrêter mon partage un instant pour te mettre en plein écran. Comme ça, on te présente bien la communauté. Donc, on a trois questions pour toi, Isadora. Isadora, selon toi, comment et pourquoi c'est important de bâtir un réseau solide en Afrique? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai envie de dire que le réseau, il doit être panafricain, parce qu'en fait, aujourd'hui, la majorité des investisseurs, ils vont regarder, il y a, il y a des marchés qui sont trop petits, en fait. Et donc, en fait, pour imaginer pouvoir lever des fonds et partir dans, dans cette aventure-là, c'est très important d'avoir dès le départ une vision panafricaine à minima, et pourquoi pas mondiale, en fait, en utilisant aussi des relais de clientèle et de croissance que représente la diaspora. Donc, en fait, a fortiori, quand on est un entrepreneur qui lève des fonds, on peut pas juste imaginer, bon, à part les gros marchés, évidemment, comme le Nigeria ou, on va dire, l'Afrique du Sud et le Kenya, mais on voit bien, mais ça se développe de plus en plus, l'intention de dire, dès le départ, en fait, il faut que mon business je l'imagine sur un marché test, mais que j'ai cette vision en fait panafricaine. Et Mm. pour ça, il faut que j'ai un réseau d'alliances très fort avec des personnes de confiance que je peux appeler pour dire au fait, je suis au Sénégal, ça veut dire quoi développer ma solution au Bénin, en Côte d'Ivoire ou au Maroc. Et ça ne passe que par de l'interpersonnel, parce que vous allez lire des trucs sur Internet, mais c'est très très loin de la façon dont ça se passe sur le terrain. Donc, Mm. j'ai envie de dire que ça ne fonctionne que comme ça. Et moi, mon expérience depuis bientôt 20 ans, c'est que ça fonctionne très bien en fait. Et que en fait, après, il faut pouvoir identifier les bonnes personnes avec les mêmes valeurs que vous, en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça, c'est de l'interpersonnel en fait. Mm. C'est la réputation, c'est les manières de faire. Donc, c'est vraiment important pour deux raisons. Donc, la première, c'est que souvent les business sont sur des marchés qui ne sont pas assez profonds. Et donc, les investisseurs vont attendre d'eux qu'ils aient une vision régionale africaine et internationale, pourquoi pas. Et la seconde, c'est vraiment que les informations, vous les aurez, les informations, je veux dire, qualitatives, les vraies informations, vous les aurez que en ayant construit un réseau avec des personnes dont vous avez pu vous rendre compte dans le temps si c'est un vrai expert du sujet ou du pays ou pas. Ça, l'expertise aujourd'hui, c'est ça la clé, encore plus en Afrique. L'expertise, c'est la clé en Afrique aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait chaque semaine pour démocratiser et prouver et montrer l'expertise de nos experts. Donc, merci de jouer le jeu, Isadora. Ma deuxième question pour toi, c'est quel conseil toi tu as reçu personnellement qui a marqué ton parcours? Alors, moi, ce qui a vraiment marqué mon parcours, c'est quelque chose qui m'est arrivé au Kenya, à Kibera, où j'étais avec une femme qui avait 80 ans, hein, une sage, une vieille âme, quelqu'un et qui m'a dit, en fait, tu te concentres trop sur la destination. Ce qui est important, c'est le voyage. Et en fait, la destination, ce sera peut-être pas celle que tu as prévue, mais soigne le voyage. Et particulièrement dans une levée de fonds, c'est très très important. Parce que évidemment qu'il faut avoir son objectif en tête, mais l'objectif, en fait, il se rapproche, il est plus facile à atteindre. Et à chaque étape du voyage, tu te prépares et que tu es à l'écoute des signes. Donc, moi, j'étais très très sur des objectifs focus, focus, focus. Et en fait, elle m'a dit, dans la vie, ce qui compte, c'est moins la destination que le voyage. Très intéressant. Et c'est marrant que tu l'aies rapproché sur l'expérience entrepreneuriale.
C'est ça que j'ai trouvé intéressant, le fait de dire, même en pleine levée de fonds, c'est pas juste les objectifs en termes de KPI, c'est voilà, toutes les personnes que tu vas rencontrer, comment tu vas leur présenter le projet, comment tu vas networker durant cette expérience, qu'est-ce que tu vas apprendre de l'expérience, même si derrière la levée de fonds se fait ou pas. Donc, se concentrer sur le voyage et l'apprentissage durant le voyage. Très, très intéressant. Si je peux rajouter juste une petite chose là-dessus et ça fera le lien avec ce que je vais dire après, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un entrepreneur, il va pivoter X fois en fait. Oui, Beaucoup d'entrepreneurs sont très concentrés sur le produit et oui. restent très seuls à imaginer le produit de leur rêve. Et quand on leur dit, mais est-ce que tu es allé sur le terrain, interroger tes utilisateurs, est-ce que tu as fait cet exercice de descendre un peu sur le terrain, d'aller discuter avec les gens et tout, beaucoup disent, non, mais parce qu'en fait, je suis en train de peaufiner mon formulaire. Hmm. Moi, je leur dis, c'est super hein, que dans ton bureau tout seul, tu trouves que ce que tu fais, c'est génial. Mais en fait, une entreprise, c'est un produit ou un service qui rencontre un besoin Hmm. et qui vient répondre à des attentes d'utilisateurs. Sinon, ça génère pas de valeur, en fait. Et donc en fait, c'est pour ça que je trouve que il y a quelque chose de très beau dans ce conseil parce que le voyage, c'est se laisser surprendre et c'est accepter que on avait des croyances, on avait des certitudes. Et puis en fait, on voyage et on se rend compte que voilà, et puis ça se passe pas comme prévu. On pensait qu'il allait pleuvoir et finalement il fait beau ou inversement. Et donc être très à l'écoute de ces signes, de ces rencontres, ça fait partie vraiment et c'est ça qui rend la vie riche finalement. Et c'est vrai que je vois trop souvent des entrepreneurs qui ont peur de ça en fait. Et donc qui vont rester sur leurs certitudes, etc. et qui vont perdre du temps en fait parce que et qui après vont être finalement arrivent en levée de fonds, ils ont une grosse pression parce qu'ils n'ont plus de trésor, ils n'ont plus d'économie, ils n'ont plus rien. Et là, c'est pas la même histoire en fait. Donc moi, j'ai vraiment envie de vous dire, vivre ça comme un voyage, ça fait baisser le stress et vous allez pivoter, votre produit il va évoluer, votre marché il va évoluer, tout va évoluer, votre concurrence, enfin voilà, vous êtes dans un monde un peu comme ça, instable en fait. Et donc un entrepreneur, il doit réagir, pivoter en gardant le cap qui est le pourquoi il fait ça. Qu'est-ce que je veux craquer avec mon entreprise en fait? Est-ce que c'est raccourcir la chaîne d'approvisionnement pour les restos et permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu décent comme le fait Joly en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est comme Saïna, permettre à des talents de se former et de travailler dans la foulée pour pouvoir générer tout de suite du revenu avec leurs nouvelles compétences? Enfin, ça, c'est le cap, mais le comment, il va bouger. Et c'est bien, c'est OK, ça fait partie de l'aventure. Ah, super. Je ne sais pas si tu vois les réactions de la communauté, il y a des petits cœurs qu'ils envoient et des petits pouces. Donc, on n'a pas commencé encore la masterclass, on est encore sur le brise-glace. On a commencé déjà à avoir des petits tips. Merci Isadora. Bon, les petits Troisième, cœurs, je peux pas me faire, mais troisième et dernière question du brise-glace pour t'introduire à la communauté. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? ah oui, tu m'as posé cette question la dernière fois. Alors, en fait, je vais répondre Pégase pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un animal fantastique qui n'existe pas vraiment. Et c'est le Pégase, c'est un cheval volant. Alors moi, j'aime beaucoup les chevaux, je fais beaucoup d'équitation. Ce que j'aime beaucoup chez les chevaux, c'est que c'est un alliage entre la puissance et l'instinct. Un cheval, il va sentir dans quel état d'esprit vous êtes et en même temps, il a une apparence comme ça de puissance. Et puis, il rend service, il porte, voilà, il y a une forme de liberté. Et Pégase, avec les ailes, bah, c'est un cheval qui vole. Et donc moi, j'aime bien l'idée qu'on peut être à la fois, on peut avoir des racines et des ailes, quoi. On peut être ancré dans le sol et en même temps avoir envie de liberté, de légèreté, de voler et de voir les choses d'en haut aussi. Voilà. Et puis c'est un personnage qui n'existe pas. Enfin, c'est un animal qui fait appel à l'imaginaire et je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a besoin de nouveaux imaginaires. Et à Tout cet à fait. égard, l'Afrique est porteur de beaucoup le continent est porteur de beaucoup d'imaginaires positifs, quoi, selon moi. Ouais. Non, c'est... Je ne m'attendais pas à ça. C'est comme tu l'as dit, c'est un animal imaginaire. Mais ça, voilà, ça, j'aime beaucoup poser cette question aux panélistes et aux experts pour comprendre un peu, voilà, pour qu'on les découvre autrement. Parce que nous, on vous voit, vous êtes tous des DG, des CEO, mais on ne sait pas, voilà, derrière, je suis toujours surprise quand un expert va me dire, moi, je m'imagine comme un chat, comme Pégase. Je dis, OK, intéressant de voir ça comme ça, d'accord. On peut, comment dire, relate en français, quand on peut se reconnaître de temps en temps, voilà à travers cet animal que l'expert choisit. Très bien, merci Isadora. Peut-être un petit mot bonus pour entourage ou sur entourage, ce que tu en penses.
Alors moi, entourage, ça fait 20 ans que je travaille avec le continent et c'est un peu la communauté que j'attends depuis très longtemps dans tous les jobs que j'ai eu la chance de faire et de tenir. Je me suis toujours dit, mais en fait, tout c'est l'humain. Je vais donner un exemple. En fait, j'ai travaillé longtemps sur l'innovation financière et notamment structurer des fonds de garantie et des outils financiers hybrides pour financer des entrepreneurs. Et quand on faisait des analyses de portefeuille à risque, 85% des cas de défaut, c'est l'humain. C'est un chef d'entreprise qui n'a pas réussi en fait à poser la bonne question ou à toucher le bon expert pour comprendre ce qui se passait. Ou alors c'est un entrepreneur qui avait des problématiques de facturation et qui savait pas à qui demander en fait. Et bon, la facturation, c'est le nerf de la guerre, c'est la trésor, hein. Si vous n'avez pas d'argent qui rentre, il n'y a plus de boîte. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça, en fait, pour moi, je me suis toujours dit, mais dans tous les programmes que j'ai faits, je me suis toujours dit, il faut briser cette solitude, en fait, et il faut absolument rendre ça normal, en fait. Tout le monde est sachant et tout le monde est apprenant. Il n'y a pas quelqu'un qui sait tout et quelqu'un qui sait rien, en fait. Il y a forcément un allié quelque part qui va pouvoir répondre rapidement à votre question. Et pour moi, entourage, c'est ça, c'est mettre à disposition des personnes qui ont déjà fait ce que vous avez envie de faire et qui vont pouvoir vous aider dans cette courbe d'apprentissage en confiance et des personnes qui sont partout dans le monde au service du continent. Mais les personnes qui opèrent sur le continent, elles sont aussi au service de personnes qui ne sont pas sur le continent et qui ont très envie de créer du lien du lien, quoi, tout simplement, avec des entrepreneurs du continent. Et donc, bon, voilà, moi, c'est ma conviction. Et de manière pragmatique, en tant qu'investisseur, c'est ce que je constate. C'est que tout est une question d'humain et oui, d'aller chercher un allié quelque part qui a déjà vécu ce que vous avez vécu. Et ce qui est chouette aussi, c'est que dans les sessions entourage, on se rend compte que l'expert, il apprend évidemment aussi beaucoup. Donc, c'est Oui, un partage, quoi. tout Voilà. à fait. Parfait. Merci pour cette introduction, Isadora. Tu as présenté déjà, tu m'ôtes les mots de la bouche parce que tu as présenté Entourage, ce qu'on fait sur Entourage. Je vais juste finaliser cette petite introduction en vous disant voilà, bonjour, mesdames et messieurs. Voilà, on a assez de monde qui sont connectés. Il y a des clients Entourage que je reconnais. Il y a des membres de la communauté qui assistent à nos masterclass que je reconnais. Donc, merci à vous d'être là ce samedi matin à 10h GMT de partout en Afrique, d'où vous venez, même dans la diaspora. Merci d'être là. Je suis Rauda Aminou. Je suis la fondatrice d'Entourage. Entourage, comme Isadora l'a dit, c'est cette plateforme qu'on est en train de construire ensemble avec les experts pour démocratiser l'accès aux experts de premier plan en Afrique, l'accès à l'expertise de premier plan. Il y a plein de visages que vous voyez ce visuel. C'est des experts sur Entourage qui jouent le jeu comme Isadora, qui jouent le jeu pour transmettre leur expertise, leurs connaissances à des professionnels et des entrepreneurs de la diaspora et de l'Afrique qui sont ambitieux et qui veulent accélérer leur trajectoire en Afrique. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est grâce à des experts comme Isadora qui sont des devanciers, qui aujourd'hui sont prêts à vous débloquer des situations sur des obstacles ou des défis que vous avez rencontrés, que eux-mêmes ont rencontrés par le passé, et donc ils peuvent vous accélérer votre trajectoire dans ce sens. C'est des décideurs, donc c'est tous des chefs d'entreprise qui peuvent aujourd'hui vous apporter des opportunités ou même des marchés si vos projets leur semblent pertinents. Et c'est des facilitateurs, des personnes qui peuvent vous connecter à la bonne personne pour aller beaucoup plus vite. C'est ça la mission d'entourage, soutenir ceux qui construisent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Comment est-ce qu'on fait ça? On a mis en place une plateforme qui vous permet à vous de réserver des appels payants de 30 minutes à 60 minutes avec des experts de premier plan comme Isadora afin d'obtenir des conseils personnalisés pour développer soit votre carrière, soit votre business ou votre expertise. C'est un accès direct à ces experts qui sont submergés de contacts, de demandes, mais qui n'ont pas le temps de traiter tout ça. Donc, c'est un accès direct à ces experts-là. C'est une opportunité rare de leur parler également, mais ils jouent tous le jeu. Ils nous consacrent en moyenne 1 heure à 2 heures par semaine pour accompagner les talents d'entourage. Et ensuite, après un échange avec les experts d'entourage, c'est un passage à l'action garantie parce que mon équipe et moi-même, on vous suit derrière, on vous appelle, on fait des échanges téléphoniques réguliers avec vous pour nous assurer que vous arrivez à mettre en place les conseils des experts. Voilà pourquoi utiliser Entourage. 3 raisons. Vous vous connectez à des experts de qualité, vous obtenez des conseils personnalisés et concrets parce que c'est basé sur des années d'expérience terrain. Isadora l'a dit, plus de 20 ans d'expérience terrain aujourd'hui. Et surtout, vous atteignez vos objectifs rapidement et facilement. Voilà pourquoi utiliser Entourage. J'en ai assez dit sur Entourage. On pourra en parler un petit peu vers la fin de cette masterclass. Maintenant, on laisse la parole à Isadora, notre experte invitée aujourd'hui, qui va vous qui va animer cette masterclass sur la thématique comment est-ce qu'on structure et finance sa croissance en Afrique, les clés pour propulser son entreprise. La parole est à toi, Isadora, et j'arrête mon partage d'écran pour l'instant.
voilà, je laisse peut-être ce slide en fond pour toi. Oui, très bien, c'est super. Merci beaucoup, Raodat. Merci pour cette introduction. Merci à tous d'être là. Quand je vois les visages de la communauté entourage, je suis très, très humble et je ressens beaucoup de fierté de faire partie de cette communauté-là. Donc, merci de votre confiance. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien, que la famille va bien, que vos proches vont bien et que vous vous sentez bien. Donc, moi, ce que je vous propose ce matin, c'est de partir dans un voyage parce que lever des fonds et financer son entreprise, ça, c'est un voyage. Et j'en profite pour vous souhaiter aussi une très belle année 2025, puisque j'ai encore le temps. On est encore en janvier. Et je vais lancer mon chrono pour être sûr de respecter le temps. Voilà. Qui je suis en 2 mots? Donc, moi, je travaille depuis une vingtaine d'années sur le financement, l'accompagnement et le financement d'entrepreneurs sur le continent africain en Amérique latine. J'ai notamment travaillé une douzaine d'années à l'Agence française de développement et j'ai structuré, monté la filiale Digital Africa qui accompagne et qui finance des entrepreneurs de la tech en early stage sur le continent. Et je suis avocate et j'ai un profil financier et tout ça. Donc, je suis à la fois très structurée et en même temps, je crois beaucoup à l'intuition. En fait, ce que je vous propose ce matin, c'est de structurer le propos un peu en 3 étapes. En fait, ce qu'il faut bien, je pense que ce qui est très important de garder à l'esprit, c'est qu'une aventure entrepreneuriale, c'est une épopée. Et que quand vous arrivez au stade où vous avez besoin de lever des fonds et que vous vous dites, ça y est, je suis prêt, j'ai un premier proof of concept, un premier produit, un premier service qui fonctionne, il va falloir en fait définir le cap et ça va passer en 3 étapes. La première étape, ça va être ce que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas, qui est de se préparer, en fait. Si vous partez demain en voyage, vous allez vous préparer. Vous allez préparer votre sac à dos, vous allez poser des questions autour de vous, vous allez vérifier un peu, faire le tour de comment vous vous sentez. Et je suppose que vous allez imaginer votre voyage en fonction de un certain nombre de données avant de choisir votre destination et la façon dont vous allez le faire. Cette phase, elle est très, très importante. Donc, il y a vraiment 3 phases. Il y a la phase de préparation, il y a la phase d'identifier vos alliés, qui vont être les bonnes personnes, comment ça va se passer, pour pouvoir être stratégique dans la manière dont vous allez lever des fonds. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il faut concrètement avoir préparé pour pouvoir être prêt à lever des fonds, c'est-à-dire en termes de documentation, en termes de data room, etc. Et j'y reviendrai. Donc, la première chose qui est vraiment, à mon avis, très importante, c'est que ne font pas suffisamment les entrepreneurs, c'est prendre le temps de l'introspection. De se dire, en fait, je suis au Togo, j'ai commencé à développer une petite activité de transformation de produits agricoles. Donc, je fais de la transformation d'ananas, on va dire, par exemple. Ça fonctionne bien, je fais ça dans ma communauté. En fait, j'ai envie d'aller plus loin. Et la première question qui est vraiment très importante à se poser, c'est jusqu'où je suis prêt à aller? Quelle est mon ambition en fait? Est-ce que j'ai envie d'avoir une entreprise panafricaine avec des filiales partout, avec la vie qui va avec? Ou est-ce que c'est OK pour moi d'avoir une entreprise qui va plutôt rayonner au Togo et c'est très bien et je vais commencer par Lomé, puis ensuite je vais m'étendre en région et ça sera très bien comme ça. C'est important de se poser cette question-là parce que ça va définir votre vision. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de lever le même montant et si vous montez une entreprise agricole plutôt classique ou si vous montez une entreprise technologique où il faut aller très très vite, vous n'allez pas construire votre croissance de la même manière. Donc cette question-là, elle est importante. Et ce qui est important aussi, c'est de vous dire au niveau personnel ce que ça va avoir comme impact. Une levée de fonds, c'est une épopée. Il faut compter entre 6 et 8 mois minimum entre le moment où je commence et le moment où je fais un closing. Et donc, c'est long. Et ça va impacter mon entourage, ça va m'impacter moi, évidemment, ça va impacter mon entourage. Et les questions qu'il faut que je me pose aussi, c'est aujourd'hui, je suis à 100% actionnaire de mon entreprise, mettons, est-ce que je suis OK pour ouvrir mon capital? Est-ce que c'est OK pour moi, au niveau de la gouvernance, d'avoir demain des personnes qui vont siéger à mon board et qui vont me dire quand je vais prendre des décisions, bah non, faut pas que tu fasses comme ça. Ou alors, faire rentrer telle personne parce que c'est important, etc. C'est important ça, parce que en fait, il faut que vous puissiez vous projeter il y a 3 manières de financer votre croissance. C'est de la subvention, donc de l'argent gratuit, où là, vous allez pouvoir en trouver, mais statistiquement, c'est plutôt de la love money en Afrique. Et les subventions de bailleurs et autres sont quand même plutôt en décroissance. Donc, en fait, et puis ça reste des petits tickets.
Donc, finalement, les activités, ce qui va financer votre activité, c'est vos revenus. Ça, c'est très important. La levée de fonds, c'est cherry on the cake, mais la première chose que doit faire un entrepreneur, c'est générer du revenu. C'est ça, une entreprise. C'est ça qui fait la différence entre une entreprise et une association. C'est que je génère du revenu. Euh, et donc, ensuite, une fois que vous avez un premier revenu et que vous sentez que votre produit et votre service y répond à un marché, bah là, vous allez commencer à vous dire comment je passe à l'échelle et est-ce que j'ai besoin de dette ou est-ce que j'ai besoin de capital? Si je lève de la dette auprès d'un banquier ou d'une structure microfinance ou une structure comme Cofina, enfin, tous ces financeurs sur le continent, ça va me coûter de l'argent, mais je reste en maîtrise de ma gouvernance. Personne ne va venir me dire comment je dois décider. En revanche, si je fais rentrer un investisseur, même un business angel, euh, la personne, elle va être plus ou moins active dans les décisions et dans ma gouvernance. Donc ça, c'est des questions qui sont très importantes à se poser parce que souvent, on fait l'impasse là-dessus et on se concentre sur un business model, etc. Mais en fait, on ne s'est pas posé ces questions-là. Mes valeurs, ma culture, donc mon culture book, comment est-ce que je définis la culture de mon entreprise et qu'est-ce qui est important pour moi pour m'entendre avec quelqu'un, donc structurer mon équipe, faire rentrer des partenaires et tout. Ensuite, je vais aller sur quelque chose de plus pragmatique, c'est définir mon ambition, ma proposition de valeur, en quoi elle est adaptée au marché local, comment j'imagine ma croissance, les différentes étapes de ma croissance. Donc, je vais commencer à faire mon plan de route si je prends l'allégorie du voyage. Et donc, je vais commencer à me dire, bah, je suis au point A, je veux aller au point B. Ça va être quoi, comment je vais stratégiser mes étapes. Et donc ça, c'est vraiment important, et notamment de se dire sur comment je vais savoir que j'ai atteint l'étape d'après. Donc avoir un pilotage par des indicateurs de performance, c'est-à-dire, je donne un exemple, je mets un montant pour faire du marketing et pour aller chercher des clients, comment je sais que ça a marché? En fait, je mets l'équivalent de 2 euros, on va dire, ou 3 euros ou 10 euros pour pousser mes pubs sur Insta ou sur LinkedIn, enfin faire de la visibilité, parce que je veux atteindre 300, 400 clients de plus. C'est quoi mon indicateur en fait? Comment je sais que j'ai réussi et comment je suis capable de piloter? Ça, c'est important d'avoir cette visibilité-là et de piloter par une forme de performance et d'être transparent. Parce que c'est ce que vont vous demander les investisseurs, beaucoup. Les financeurs, en fait, c'est des personnes analytiques et ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir confiance et de comprendre la manière dont vous opérez. S'il y a du flou, ils vont pas venir, en fait. Donc, ils ont vraiment besoin de comprendre de manière concrète comment vous opérez. Et c'est toujours mieux de dire ça, je ne sais pas, ou bah justement, je lève des fonds parce que j'ai besoin de 10, 20 000 euros, parce que j'ai besoin de telle ou telle expertise que je vais aller chercher dans la communauté entourage. J'ai besoin de développer, par exemple, mon plan marketing et je ne sais pas faire et je lève des fonds pour ça. C'est OK. Mais en revanche, faire penser que vous êtes très fort en marketing et quand l'investisseur rentre dans le détail, vous n'avez pas de CRM, vous n'êtes pas capable de piloter vos ventes et tout, là, ça va pas, ça marche pas. Donc, privilégiez toujours la sincérité parce que un entrepreneur au niveau de l'amorçage et au niveau, il apprend, il tâtonne, il pivote et c'est OK. En revanche, si vous dites je sais et que vous savez pas, ben, l'investisseur, il va le savoir parce que ça dure donc 6 à 8 mois quand même, donc c'est long. Et il aura le temps de se rendre compte de si vous dites la vérité ou pas. Ensuite, je vois l'heure qui tourne. Ce qui est important aussi dans cette phase-là, c'est de bien cartographier vos besoins. Donc, en gros, de manière très pragmatique, je tourne avec un cash burn de l'équivalent de 500 euros par mois. Demain, pour financer ma croissance, il faut que je finance du marketing, une équipe, un nouveau bureau, des déplacements, etc. Et là, vous faites un Excel et vous calculez de combien vous avez besoin de manière très concrète, comme quand vous faites votre budget chez vous. Bah, c'est pareil. Concrètement, je mets de la visibilité, j'ai besoin de quoi. Et en fonction de ça, je regarde si c'est mieux que je finance en dons, en equity, en dette. Enfin, je regarde en fait de manière concrète quels sont les outils financiers. L'argent, c'est un moyen de soutenir votre croissance, c'est pas une fin en soi. Et donc, les outils financiers, ils s'adaptent à des besoins et à des profils de risque. Donc, il faut d'abord savoir quels sont vos besoins et quel est votre profil de risque pour aller chercher le bon financeur. Bon, souvent, on va pas se mentir, au stade de l'amorçage, c'est quand même de la love money et des business angels.
Donc, c'est des gens qui vont plutôt parier sur vous en tant que fondateur, sur votre équipe, sur votre produit, sur votre expérience, et qui vont pas aller trop regarder vos états financiers qui souvent n'existent pas à ce stade et qui vont plutôt aller regarder, c'est sur de la confiance. Une autre chose avant de passer à l'étape d'après, c'est soigner votre equity story. L'equity story, c'est quoi? C'est expliquer en fait qui aujourd'hui est actionnaire, pourquoi est-ce que c'est intéressant de rentrer dans votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment du narratif, de rendre très tangible la manière dont vous allez structurer votre gouvernance et pourquoi votre entreprise va prendre de la valeur et pourquoi est-ce que aujourd'hui vous êtes petit, mais demain vous serez très grand et un actionnaire a intérêt à rentrer parce que vous savez exactement comment vous allez structurer et votre croissance et votre gouvernance. Une fois que vous êtes prêt à partir, je suis obligée d'aller vite, je suis désolée, mais on pourra en reparler. Une fois que vous êtes prêt à partir, que vous avez cette vision-là, la seconde, la question à se poser, c'est avec qui et comment. Donc en fait, euh, un fonds d'investissement, il faut bien comprendre que les fonds d'investissement, ils gèrent les fonds d'autres personnes qu'on appelle les LP, qui sont des investisseurs institutionnels et qui confient cet argent en fait à des fonds d'investissement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonds d'investissement, ils fonctionnent selon des critères différents. Donc renseignez-vous sur qui vont être les bons partenaires. Et pour ça, il faut vraiment chercher à les contacter et à comprendre de manière concrète quels vont être leurs critères d'investissement. Chaque fonds d'investissement a des critères différents. Si vous prenez par exemple le fonds Fusée que je connais bien pour l'avoir structuré chez Digital Africa, c'est un fonds qui va s'adresser majoritairement à des entrepreneurs francophones qui utilisent la technologie, mais qui ont une vraie valeur ajoutée technologique et des entreprises, des entrepreneurs qui ont déjà un premier revenu. Donc, il faut bien aller se renseigner, il faut appeler les gens, il faut aller sur le site. Et là, il faut faire comme vous faites avec votre CRM, qui est le CRM, j'insiste, parce que c'est un outil très important, hein, de savoir où est-ce que vous en êtes de vos clients, comment vous gérez votre base clientèle, comment vous fidélisez vos clients, etc. Euh, Bah, de la même manière, vous devez préparer un outil comme ça pour les investissements. Qui sont les financeurs, quels sont les critères, qu'est-ce qu'ils demandent, etc. Parce que, en fait, c'est pas magique, c'est une vraie technique, c'est une vraie méthode, en fait. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et puis, il faut identifier aussi quels vont être les acteurs institutionnels. Pour ceux qui font de la tech, ça va être évidemment les opérateurs de téléphonie mobile qui vont être des vrais alliés. Mais pourquoi pas aussi, comme iOne et d'autres, aller faire des partenariats avec des ministères. Au Rwanda, c'est une pratique qui est très développée, en fait, que des startups aillent développer leur première solution comme bac à sable auprès du gouvernement, en fait, créer des alliances stratégiques qui font que vous allez avoir un premier revenu un peu récurrent et que quand vous irez voir des banquiers ou des investisseurs, vous serez beaucoup plus solide pour dire, bah, en fait, j'ai ce client-là. Si vous prenez Saina, par exemple, ils ont une stratégie qui est très smart, c'est que depuis le début, ils travaillent avec Orange, qui les a financés, puis qui ensuite est devenu un partenaire commercial, puisque l'offre Saina, elle est développée via le réseau Orange. Donc pour eux, c'est un accélérateur de business. Et puis, ça renforce la crédibilité, parce que si un acteur comme Orange s'intéresse à Saina, c'est nécessairement que Saina, c'est ce qu'elle fait. C'est une équipe, ils savent ce qu'ils font. Euh, donc ça, c'est très, très important. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous allez aussi identifier quelles sont les typologies de financeurs que vous pouvez aller voir. C'est pas la peine d'aller voir des acteurs comme Proparco et d'autres acteurs institutionnels si vous n'êtes pas capable de générer des états financiers et des premiers revenus sérieux. Ces acteurs-là, ils vont financer des tickets plutôt de 2-3 millions, l'équivalent de 2-3 millions d'euros, et ils vont vous demander une due diligence qui sera très lourde. Quand vous êtes au tout début, il faut aller voir votre famille élargie, vos amis, les personnes avec qui vous étiez. Il faut se rapprocher d'incubateurs et d'accélérateurs comme 54 Collective ou la Six Lab. Enfin, il y en a plein, vous les connaissez. Vous pouvez aller voir sur la communauté Afrilab, les recense et les identifie. En fait, toute cette revue-là, en fait, pourquoi c'est important? C'est parce que ça, c'est des partenaires pour vous. Si vous prenez le M-Studio à Abidjan, qui a une approche Startup Studio qui est très efficace, hein, évidemment, il y a tout le playbook, il y a tout l'accompagnement des équipes qui a beaucoup de valeur, mais qui a aussi beaucoup de valeur, c'est, ah bah tiens, je développe une solution FinTech, j'ai besoin de la tester, et le M-Studio, ils vous mettent directement en relation avec la bonne personne.
Donc, en fait, la communauté entourage, enfin, des incubateurs où vous allez pouvoir aller plus vite. Un entrepreneur, sa principale problématique, c'est qu'il n'a pas le temps et qu'au niveau de l'amorçage, il est tout seul. Enfin, on est très seul. On est peut-être deux fondateurs et trois personnes qui vous aident. Mais Et donc, construire ces alliances stratégiques, c'est vraiment très, très important parce que ça permet de vous mettre dans un réseau, de vous offrir des opportunités, de gagner du temps d'avoir des méthodes aussi. Je rappelle que la croissance et la levée de fonds, c'est vraiment beaucoup une question de méthode. Et que les investisseurs, comme les banquiers, ils déroulent des due diligence et ils font des analyses de risque. Et ça, c'est très structuré, c'est très méthodologique en fait. Il n'y a rien de magique. La décision d'investissement, elle se fait évidemment sur la base d'une intuition et d'une rencontre. Mais derrière, la décision pragmatique, quand vous passez en comité d'investissement, on vous demande si vous avez respecté les étapes. Il n'y a rien de magique en fait. Et donc, ça, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce que je construis, comment est-ce que j'identifie mes besoins, les bons financements, qui va venir avec moi dans ce voyage et comment je vais réussir à les fidéliser. Ensuite, la dernière étape qui est vraiment très importante, c'est qu'est-ce que je prépare concrètement avant de lever des fonds. De manière très pragmatique, vous avez dû tous entendre parler de la data room. C'est un mot un peu barbare pour dire en gros, je range ma chambre et je prépare sous un Drive, sous Notion. Enfin, ça dépend quelles sont mes habitudes de travail, mais en tout cas, quand je vais aller au GuyTex je rencontre quelqu'un qui dit oh, ton projet il est génial et tout, ça m'intéresse. Nous, on est en train de scouter des projets comme ça, on a envie de regarder ton projet. Il y a un endroit sécurisé dans lequel vous allez avoir tout ce qu'il faut, donc votre equity story, vos états financiers, votre business model à 3 ou 5 ans, tous les documents juridiques, donc les contrats, vos statuts, etc. Vous êtes capable d'expliquer comment vous pilotez votre performance. Vous allez pouvoir structurer vos units économiques qui sont très importants. Les units économiques, ça va être les valeurs un peu clés pour un financeur ou un partenaire de comprendre quelle est votre rentabilité. Donc là-dedans, on retrouve par exemple le cash burn, qui est un des plus connus, qui est en fait combien je crame par mois en trésorerie. Sachant qu'on dit souvent que pour qu'un investisseur, ce qui est sérieux, c'est d'avoir entre 6 et 8 mois de trésorerie, donc de cash burn euh, à- en fait en trésor, donc d'être capable de tenir en fait 6 à 8 mois sur la base de projections de revenus et de financement dans le cadre de la levée de fonds. En fait, si vous commencez une levée de fonds et que vous êtes en stress de trésorerie, ça ne passera pas. C'est pour ça qu'on vous dit les étapes, c'est love money, économie et revenus de votre activité, et puis maîtriser vos coûts. Et ensuite, une fois que vous avez ça et que vous pouvez dire j'ai une forme d'autonomie et j'ai une forme de premier marché, là, vous pouvez commencer à parler avec des investisseurs parce que l'investissement, il va accélérer votre croissance. Mais il ne va pas venir au tout début soutenir le développement de votre produit. Ça, c'est de l'argent moins cher ou gratuit qui va venir faire ça. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est important aussi, c'est que les investisseurs, et ça, je vous invite à y réfléchir, parce que souvent les entrepreneurs n'ont pas ça en tête, les investisseurs, ils vont appeler, ils vont vous demander des référents. Donc, ils vont appeler des personnes avec qui vous travaillez pour dire qu'est-ce que tu penses de cet entrepreneur et tout ça. Donc, en fait, ils vont faire une espèce d'enquête un peu de réputation et de pourquoi ils font ça, parce que un investisseur, il va rester entre 5 à 10 ans au capital avec vous. Donc, gardez en tête que c'est un mariage, hein. On est en train de parler d'une alliance à long terme. Il rentre chez vous. Alors, en early stage, statistiquement, il va commencer à essayer de la sortir plutôt autour de 3 à 5 ans parce que derrière un fonds d'investissement, il a une durée dans laquelle il finance et après, il commence à penser à vendre ses parts à d'autres. Mais c'est long, en fait. Et donc, tout ce temps que vous allez prendre à connaître, que l'investisseur prend à vous connaître et que vous prenez à connaître l'investisseur, c'est du temps pour essayer ensuite que ce partenariat il soit fructueux et qu'il fonctionne bien. L'investisseur, il a autant intérêt que vous à ce que votre entreprise fonctionne. Donc, c'est important de réfléchir à ça et c'est pour ça qu'il va vous demander tous ces documents. Évidemment, le deck, donc il faut un document de 2 pages très stratégique qui explique qui commence par quel est le problème que vous voulez régler, pourquoi c'est une opportunité de marché et comment vous le faites de manière différente et quelle est l'équipe, pourquoi vous êtes la bonne équipe pour le faire. Et puis derrière, vous allez faire le traditionnel deck qui fait à peu près une douzaine de slides et qui va présenter de manière stratégique
on va dire, la carte d'identité de votre entreprise et pourquoi vous avez besoin d'argent. Ensuite, vous allez devoir, ensuite, une fois que vous avez ça, cette data room qui est préparée et qui doit être prête un peu à tout instant, vous allez commencer. Donc, les étapes, il me reste à peu près 2 minutes, donc je vais essayer de vous dire un peu concrètement comment ça va se passer. En fait, une fois que vous êtes prêt, vous allez vous allez respecter les différentes étapes et je vais essayer de vous donner un peu des idées de combien de temps ça prend. La première chose, vous allez faire ce qu'on appelle le dry run. Donc, vous faites une tournée marketing. Donc, les fonds que vous avez identifiés ou les financeurs que vous avez identifiés, vous allez les contacter en envoyant ce fameux two-pager. Et évidemment, le mieux, c'est d'être introduit par quelqu'un. D'où l'importance d'une communauté comme entourage ou d'aller dans des salons et de rencontrer les gens. Euh, ça peut prendre de une semaine à un mois. En gros, c'est exactement la même technique que quand vous vendez votre tunnel de vente et que vous allez approcher des clients. Bah, c'est pareil. Vous approchez des financeurs de la même manière en ayant préparé votre narratif et pourquoi c'est une opportunité pour la personne que vous approchez de financer chez vous. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle le roadshow. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre data room est prête et que ceux qui auront répondu à votre dry run, vous allez leur dire, j'ai une data room prête, voilà ma data room. Évidemment, tout ça, c'est confidentiel, les données que vous avez dans votre data room. Donc, j'insiste sur le fait que si vous faites ça sur Drive, il doit être sécurisé, pareil pour Notion. Euh, et là, bah, vous allez commencer à rentrer dans des discussions un peu plus poussées. Et sur cette base-là, l'investisseur, il va vous dire, OK, ça rentre dans ma thèse d'investissement ou pas. Et vous allez faire des rendez-vous et vous rentrez généralement dans la phase d'entretien avec des investisseurs. Donc l'investisseur, c'est là qu'il va vous dire, bah, qui je peux appeler, qui peut me parler de toi, peut me recommander. Il va commencer à regarder votre modèle, il va commencer à regarder. Donc là, vous rentrez dans une phase où c'est des rendez-vous avec l'investisseur et vous apprenez à vous connaître et il va commencer à challenger vos projections, votre équipe, votre plan d'exécution, etc. Donc ça peut durer un certain temps, puisque on peut aller jusqu'à, on va dire 3, 4 mois. Alors il y a des fonds comme Fusée et autres où c'est beaucoup plus rapide, mais quand même, gardez en tête que ça dure quand même un certain temps et que à l'issue de ça, pour l'investisseur, il va aller défendre l'investissement auprès de son comité d'investissement, puisqu'évidemment c'est pas le l'analyste ou même le directeur d'investissement avec qui vous êtes en lien qui prend la décision seul. En interne, il y a ce qu'on appelle une comitologie et donc ben, l'investissement, il sera accepté par le comité d'investissement. Une fois que le comité est passé, il va vous envoyer ce qu'on appelle la term sheet. La term sheet, bah, c'est les grands éléments du financement. Donc là, vous rentrez en négociation, vous vous mettez d'accord sur quel montant, à quel valo, à quelles conditions, etc., etc. Une fois que la term sheet est validée, vous passez en phase de contractualisation, où là, souvent, quand vous êtes en phase d'amorçage, on est sur ce qu'on appelle les safe notes ou les obligations convertibles. Et donc, ça peut aller assez rapidement entre cette phase-là et la phase de contractualisation, sauf que c'est souvent à ce moment-là qu'on fait tout ce qu'on appelle les Know Your Customer diligence, tout ce qui est compliance et tout ça. Donc, il faut quand même avoir en tête que ben, vous allez devoir montrer qui sont vos business angels et que le financeur, il va screener toutes ces personnes-là pour être sûr qu'en termes de réputation, il n'y a pas de problème. Ça, c'est de la réglementation financière et bancaire. Voilà. Et puis ensuite, vous arrivez dans la phase de closing. Donc là, le closing, ben, on signe les documents officiellement et on passe en phase de versement pour que vous puissiez recevoir l'argent sur votre compte concrètement. Donc, vous voyez que c'est assez long, que c'est très normé et que à chaque étape, ça vaut le coup d'être accompagné par à minima sur la partie juridique un avocat, mais aussi vous avez sur le continent des personnes qui travaillent à l'accompagnement de la levée de fonds et leur job, c'est à chaque étape d'être sûr que le deal se passe bien et que en termes de valo, en termes financiers, il y a un alignement. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide et je veux quand même nous laisser 15 minutes pour qu'on puisse échanger sur des questions. En tout cas, ce que je voulais vous dire, parce que moi j'aime beaucoup cette phrase et j'aimerais terminer là-dessus, c'est qu'en matière de levée de fonds et de croissance, moi j'aime bien vous dire rêvez grand, parce que c'est ça, être entrepreneur, c'est rêver grand. Commencez petit,
parce que ce qui est important, c'est de pouvoir documenter le fait que votre produit et votre service, il répond à un marché et que dans la vraie vie, votre produit, il est adapté au marché et aux spécificités locales. C'est particulièrement vrai sur le continent où quelque chose qui a très bien marché en Côte d'Ivoire va pas nécessairement marcher exactement de la même manière au Kenya ou ailleurs. Donc, c'est vraiment important de pouvoir dire ça et d'aller vite parce que, en fait, une bonne idée, elle est jamais seule sur le marché. Si vous êtes tout seul sur un marché, c'est louche. La concurrence, ça fait partie de la vie. Et donc, ça veut dire que votre rapidité et votre capacité à exécuter fera toute la différence. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire pour terminer. Et bon voyage. Voilà. Waouh, super. Ah ouais, bah, Merci beaucoup, j'espère que Isadora. j'ai C'était hyper répondu. intéressant. Ah oui, 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 tu as abordé toutes les phases, hein. Moi, j'ai pris plein de notes également pour, déjà pour, par rapport à l'entourage, parce qu'on va bientôt passer dans cette phase. Donc, ça m'intéresse très particulièrement. Et également, j'ai pas mal de Welcome, hein. questions Je suis toujours là pour toi. Toujours là pour toi, Je Marie. sais. C'est ça les perks d'entourage. On peut faire appel aux experts. Donc, ça, c'est un des perks qu'on a avec vous. Et tout ça, ça c'est bien sûr au profit de la communauté. Donc, déjà, merci Isadora pour tous ces éléments. Tu nous as donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière à réfléchir. J'ai vu des questions dans le chat. On va les prendre tout à l'heure ensemble. Donc, n'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions dans le chat. On va d'abord poser à Isadora les questions qu'on a reçues de la communauté, des membres qui se sont inscrits. Donc, on a quelques questions à lui poser pour approfondir un petit peu l'échange. Et ensuite, on passera aux questions du chat, si ça vous va. Donc, j'arrête mon partage d'écran pendant quelques minutes pour qu'on te remette en plein écran sur cette phase-là. Hop là. Si vous avez bien aimé tout ce que vous avez appris comme moi, n'hésitez pas à envoyer des petits pouces, des petits cœurs pour témoigner en tout cas de l'intérêt de ce qu'on de ce qu'on vient d'apprendre. Et donc, ma première question pour toi, Isadora, c'est lié au modèle économique et impact social. Donc, on t'a demandé d'ailleurs, la communauté t'a demandé quels modèles économiques sont les plus viables pour une entreprise sociale souhaitant concilier impact et rentabilité. Alors, là-dessus, ce que j'ai envie de vous dire rapidement, on ne peut pas rentrer dans tout le détail des modèles, même si je trouve qu'il y a des modèles sur le continent comme le Pay as you go et les systèmes de subventions croisées aussi qui sont très intéressants, mais on pourra en reparler une autre fois. En fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que je ne sais pas si la notion d'impact, quand on entreprend sur le continent, je vois bien en quoi elle est très importante, mais moi, mon retour d'expérience, c'est que quand vous faites un appel à candidature pour des entrepreneurs sur le continent, 100% des boîtes font de l'impact en fait. Parce que l'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends une problématique d'accès à un service essentiel ou un peu d'intérêt général, et avec une approche entrepreneuriale, c'est-à-dire une approche durable, soutenable, qui génère de l'activité et qui peut être autonome, je règle cette question. On va prendre un truc concret. J'ai pas accès, on prend GIFMUM par exemple au Cameroun, la problématique c'est pour les femmes d'avoir un suivi de santé adéquat et d'être même consciente en fait de comment est-ce que je prends soin de ma santé quand je suis une femme et de la santé de mes enfants. Et ben en fait ça c'est un problème d'intérêt général en fait. Euh, Simplement, pour que ça puisse être adressé, la démarche entrepreneuriale, elle est très adaptée ici. Donc, en fait, là, vous êtes sur un système de subvention croisée, en fait, où certaines typologies de clients vont payer un petit peu plus pour que d'autres clients qui ont moins de revenus payent un abonnement un peu moins cher. Donc, il y a plein de modèles, en fait, à imaginer. Ce que je veux dire par là, c'est que piloter sa performance, c'est piloter son impact aussi d'une certaine façon. Et ce qui peut changer aussi beaucoup, c'est la gouvernance. C'est la manière dont vous organisez votre entreprise. Typiquement, quand je travaille avec des coopératives de femmes pour sourcer la matière première que je vais transformer pour faire des produits agricoles transformés, enfin voilà, des produits alimentaires transformés, comment je vais respecter les coopératives avec lesquelles je travaille et quels sont les services que je vais développer au-delà de leur donner du travail. Comment est-ce que je mets en place un système, par exemple, de protection sociale. Moi, je vois beaucoup d'entreprises sur le continent qui développent, qui achètent en fait des packages un peu de protection sociale pour leurs travailleurs ou travailleuses qui restent dans l'économie informelle, mais qui pourtant euh, travaillent en fait de manière récurrente avec une entreprise. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le modèle, il est avant tout comment je fais un modèle durable
comment j'ai une maîtrise des coûts et comment est-ce que dans mon pricing, je peux imaginer des pricing différenciés en fonction de ma clientèle. Mm. Pour que certaines personnes qui peuvent payer plus ben, subventionnent d'une certaine façon l'accès aux services pour des personnes qui ont d'argent. Une autre chose aussi qui sont des modèles de, donc il y a le fameux B2C, donc to consumer, le B2B, business to business, mais il y a aussi le business to diaspora qui s'est beaucoup développé sur le continent. Et ça, je trouve que c'est un modèle super smart parce qu'en fait, c'est comment est-ce que c'est quelqu'un de la famille qui vit à l'étranger, qui a donc un revenu plus élevé, on va dire, c'est pas toujours le cas, mais mettons que là c'est le cas, qui va pouvoir acheter, payer l'abonnement pour un service qui sera rendu à la famille au pays. Donc ça, c'est des modèles qui sont super intéressants et où en fait, ça permet en fait pour des personnes éloignées du service d'accéder au service avec un pricing qui est différent et un modèle qui est différent. Très clair. La deuxième question est un petit peu liée à ce que tu as abordé, mais c'est peut-être pour la creuser un petit peu, les critères d'investissement en Afrique. Quels sont les critères clés que les investisseurs en Afrique recherchent lorsqu'ils évaluent des startups dans des secteurs émergents tels que la health tech, l'agrotech? Alors, le premier critère au stade de l'amorçage, ça va être l'équipe. Si vous regardez par exemple les startups comme Socium qui viennent de lever ou Instadeep ou je pourrais en citer plein, mais voilà. Ou si vous regardez comment fonctionne le M Studio et d'autres organismes qui fonctionnent bien, ce qu'ils font souvent, et c'est pour ça que Entourage et pour moi c'est vraiment clé, c'est que en fait il y a besoin souvent d'une alliance entre un entrepreneur qui est sur le continent, enfin je veux dire qui est ivoirien, qui est béninois, qui connaît parfaitement le terrain local et donc qui sait très bien quelles sont les habitudes de consommation parce que elles sont très différentes même d'une région à l'autre en fait. Donc il faut vraiment avoir une connaissance accrue du terrain et qui va avoir dans son équipe un cofondateur ou une cofondatrice qui sera peut-être allé acquérir des compétences business à l'étranger. Malheureusement, aujourd'hui sur le continent, il n'y a pas suffisamment d'écoles de commerce ou d'approches très business en fait. Et donc, pour gagner du temps, en fait, quelqu'un qui sera allé acquérir des compétences ailleurs, que ce soit même sur le continent, hein, enfin, quelqu'un qui développe une activité en Côte d'Ivoire, qui sera allé se former au Kenya au business et tout, c'est intéressant de créer des binômes comme ça, d'avoir un entrepreneur qui connaît parfaitement le terrain, où on veut développer le produit ou le service, avec un entrepreneur qui est plus capé au niveau business et qui aura déjà monté plusieurs boîtes et qui saura ce que ça veut dire concrètement, faire de la planification financière, recruter des gens, parce que un des très très gros sujets, c'est le recrutement, l'accès au talent, la fidélisation, comment je les paye, etc. Et donc tout ça, donc long story short, le premier indicateur, enfin le premier, quand je regarde un investisseur, la première chose qu'il va regarder, c'est ça. C'est l'équipe, est-ce que c'est la bonne équipe, est-ce qu'elle a l'expertise, et si elle l'a pas, est-ce qu'elle sait où la trouver. Donc, Hmm, raison. est-ce qu'autour d'elle, elle a un comité stratégique, par exemple, avec des personnes capées qui sont soit dans le secteur, donc typiquement, je veux développer un truc la santé, mais je passe par la tech, bah, si j'ai quelqu'un de MTN ou d'Orange dans mon comité stratégique, c'est bien. Si je veux faire, par exemple, je veux développer un service dans lequel je vais intégrer une solution de fintech, bah, si je travaille avec Flutterware ou avec d'autres et que je développe mon outil comme ça, donc le comité stratégique, c'est clé, c'est-à-dire d'avoir des gens. Donc, premier truc humain. Deuxième truc, ma, mon, ma capacité à avoir dès le départ une vision régionale. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans beaucoup de pays, le marché n'est pas suffisamment profond. Donc, il faut directement avoir une vision plutôt régionale et être capable de se déployer. Donc, la vision stratégique et enfin, très important, les premiers revenus, la communauté. C'est pour ça que je vous dis, euh, un entrepreneur, il doit tout de suite aller sur le terrain et tester son produit. Vous allez le faire évoluer, votre produit et votre service, c'est sûr. Et d'ailleurs, le produit de départ, il va peut-être pas être il va sûrement pas être le produit d'arrivée. Et peut-être que vous allez avoir une première idée de service et après, en ramification, en allant sur le terrain, vous allez vous rendre compte que la problématique, je vais vous donner un exemple concret. Là, j'accompagne une startup aux Comores et en fait, elle, son intuition, c'était on n'a pas de taxi. On a un problème pour se déplacer au niveau privé.
En fait, elle se rend compte que son marché, il est plutôt sur les déplacements, on va dire, médicaux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de premiers soins et tout ça. Et ça, c'est un vrai sujet. Et il y a un vrai marché. Parce que autant je peux décider plutôt de marcher ou de faire du covoiturage, mais autant quand j'ai des problématiques où je dois faire des dialyses ou je sais pas quoi, il faut que quelqu'un puisse m'emmener toutes les semaines et ça pourra pas forcément être mon entourage. Et donc, elle se rend compte que les fonctionnalités qu'elle va développer et que son marché initial n'est pas le marché. Donc ça, c'est cette capacité-là à analyser votre marché. L'investisseur, il va beaucoup le regarder et il va vous challenger. Donc j'ai envie, je peux pas tout développer, mais en gros, il va regarder l'équipe, l'humain, votre capacité à exécuter et votre capacité, les données que vous avez sur votre marché et la connaissance marché que vous avez. Très bien. C'est très clair Et je pour cette rajoute première. juste un truc qui est très très important là-dessus, c'est le CRM. J'insiste, mais vraiment, vous devez dès le départ, ça doit être votre obsession dès le départ, c'est comment vous gérez votre communauté et comment vous suivez votre base de clientèle, comment est-ce que vous avez vos tunnels de vente organisés. Le, le, le cœur, c'est ça, hein, c'est vos utilisateurs. D'accord. Donc, gérer dès le départ vos partenariats stratégiques, vos clients, etc., il faut que vous puissiez avoir une visibilité là-dessus et que vous ayez un CRM construit. Parce que sinon, en fait, vous perdez trop d'opportunités et ça donne l'impression que vous n'êtes pas organisé. Vous n'avez pas de Hmm. visibilité. Wow. CRM. Très bien. CRM, La ouais. troisième question pour toi. Quelles actions mettre en place pour gérer efficacement le passage à l'échelle en tant que start-up technologique en Afrique? Alors, c'est complexe parce que c'est long, ce que j'aurais à vous dire. Mais en gros, la première chose, j'aurais envie de dire, c'est ce que je disais en préambule, quoi. C'est d'avoir une roadmap stratégique très claire, donc le cap, rêver grand, quoi. Et après, analyser aussi votre concurrence et les alliances possibles. C'est-à-dire que quand vous êtes une startup technologique, il va falloir identifier assez vite avec qui vous pouvez faire des alliances, soit pour tester, faire un bac à sable, soit avec des écoles, par exemple, comme Epitech au Bénin et autres, pour recruter des talents, en fait. Euh, donc en fait, j'ai envie de dire, les deux gros sujets, ça va être ça, ça va être comment est-ce que, et puis évidemment, avoir une approche data-driven et aujourd'hui, utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite. Aujourd'hui, c'est quand même, vous avez plein d'outils qui vous permettent assez rapidement et puis définir si vous êtes vraiment une startup technologique, donc avec une vraie plus-value technologique, ou si vous êtes un commerçant qui utilise une plateforme pour vendre. C'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en fait, si le cœur de votre activité, de Mhm. votre plus-value, c'est pas forcément la tech, vous n'avez pas forcément besoin d'emborder tout de suite un CTO et d'avoir une équipe tech très très fournie. Si vraiment ce que vous voulez faire, c'est digitaliser une vente, ouais, tu vois ce que je veux dire? En fait, si c'est digitaliser une activité commerciale, il y a pas forcément le cœur, c'est pas forcément de la grosse techno avec des grosses compétences technologiques. En revanche, si ce que vous êtes en train de faire, comme a fait Instadip, c'est révolutionner une approche du machine learning au service de la santé, bah là, évidemment que le cœur de vos équipes, ça doit être des techos, parce que la question technologique, elle est au cœur. Mais en revanche, dans l'autre exemple, le cœur de votre équipe, il doit être commercial. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de sentir si votre produit il est vraiment tech avec une grosse valeur ajoutée et auquel cas il faut qu'il y ait évidemment quelqu'un qui vende, mais en première phase, c'est pas forcément là-dessus enfin, il faut qu'il y ait des gens qui vendent. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas vendre, mais simplement c'est une question de répartition des moyens, quoi. Et Mhm. donc in a nutshell, moi je dirais identifier des partenariats stratégiques et avoir une vision claire de quels sont les talents dont vous avez besoin pour réaliser la croissance. Ben, du coup, ça aborde la question suivante sur les partenariats stratégiques, justement. Quelle est la bonne démarche pour établir ces partenariats stratégiques avec d'autres entreprises ou institutions afin d'accroître la visibilité et l'adoption d'une solution numérique en Afrique? Bah, la Ça veut dire- première chose, c'est de regarder dans le pays dans lequel vous êtes et là où vous opérez, quels sont les acteurs corporate qui s'intéressent au sujet avec qui vous pouvez bosser. Par exemple, des fintechs, ben, souvent, vous pouvez aller regarder les banques, les grosses banques, elles vont être intéressées par soutenir vos solutions et pourquoi pas les racheter. La majorité des exits pour des fintechs, c'est des banques. Donc, D'accord. si dès le départ,
Je vais reprendre l'exemple de Saina que je connais bien et que j'aime beaucoup. Mais Saina, dès le départ, ils ont construit un partenariat stratégique avec Orange en se disant, en fait, pour vendre notre solution, on a besoin de connectivité et on est à Madagascar. C'est Orange qui est très présent, donc on va travailler avec Orange au départ sur des sujets de connectivité. Et puis, en fait, à l'arrivée, Orange Digital Venture a investi, puis a réinvesti, ce qui est quand même le cas idéal, quoi. C'est que votre investisseur de départ décide de suivre dans le tour d'après. Parce qu'en termes d'equity, c'est plus facile à gérer. J'ai pas le temps de développer, mais en tout cas, c'est plus simple. Parce que, voilà. Et en fait, si vous arrivez à faire dès le départ une alliance avec un corpo ou des fonds corporate, hein, qui sont, par exemple, Calis, c'est un fonds de capital risque qui, dès le départ, en fait, leur stratégie, c'est construire des alliances entre les startups et les corpos dès le départ, dans une logique à la fois de développement commercial, mais pourquoi pas d'exit. Bah, regardez ce type d'acteurs qui sont proches des corpos. Pareil chez Africa Invest, qui travaille beaucoup avec des gros corpos. Donc, en fait, la bonne approche, c'est moi, j'interviens dans ce secteur-là. Quel peut être mon premier bac à sable? Je parlais d'Aïwan tout à l'heure, qui a fait un partenariat au Sénégal avec le ministère de la Santé pour développer leurs solutions. Donc, la bonne approche, c'est bah, se renseigner sur, enfin, toujours imaginer qu'un client potentiel peut devenir demain la personne qui va vous racheter, quoi. Donc, ou alors qui va être votre client principal si vous n'avez pas envie de racheter, parce que c'est pas forcément une Mm. stratégie de sortir. Et C'est ça. donc, en fait, et alors, évidemment, hein, évidemment, j'insiste là-dessus, mais la sincérité pour construire la confiance, le fait de dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit et dire quand on ne sait pas ou quand on a besoin d'aide. Typiquement, quand un investisseur est au capital, la bonne pratique, c'est de le tenir informé quasiment mensuellement dans un petit info mémo en gros de ce que fait la startup, où est-ce qu'on en est, quelles sont les unités économiques du mois, comment est-ce que j'ai réussi, quels sont mes enjeux pour le mois qui vient. Enfin, je dis le mois, ça peut être tous les trimestres, hein, mais c'est bien de le faire régulièrement. Et moi, je dis toujours, la dernière chose, ça doit être demander à vos investisseurs et à vos partenaires, dites, j'ai besoin de ça, en fait. Et vous êtes très étonnés de quand vous exprimez un besoin, à quel point ça va vite. Donc, vos Mm. partenaires, c'est vos alliés. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur la culture et les valeurs, parce que ça, c'est important que vous sachiez avec qui vous pouvez vous entendre ou pas. Parce que typiquement, si vous avez si l'impact, c'est au cœur de votre modèle, il y a certains investisseurs, c'est pas la peine d'aller les voir. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'attraction. Donc, ils n'auront pas ce sera pas du capital patient et ils seront pas là pour attendre 10 ans que vous atteigniez l'impact. Je ne vais pas donner de Mm. nom parce que voilà. Mais quand vous ferez votre marché, vous vous rendrez bien compte que dans les tests d'investissement, il y en a qui cherchent l'attraction et donc, ça veut dire investir et faire un multiple important. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça scale, quoi. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, non, moi, ce que je veux, c'est que tu fasses ça. C'est pas grave si ça prend plus de temps, mais ce qui est important pour moi, c'est que tu prennes le temps de développer une communauté, des services, etc. Ok. Voilà. En termes juridiques, on me demande quels aspects du droit des affaires internationales, parce que je pense qu'ils ont regardé ton parcours, ils ont vu que tu étais quand même, tu avais quand même ce background juridique. Quels aspects du droit des affaires internationales les entrepreneurs africains doivent-ils maîtriser pour structurer et sécuriser leur partenariat à l'échelle du continent? Bah, alors, ce qui est chouette sur le continent, si on prend la zone OADA, par exemple, c'est qu'il y a des zones de droit comme ça qui ont été harmonisées. Donc, ça, c'est très important à connaître. Euh, Ensuite, évidemment, ce que je regarde, c'est la fiscalité et les réglementations, parce que typiquement, notamment quand je suis dans la tech et tout, il peut y avoir des autorités de régulation ou des autorisations à avoir pour telle et telle activité. Et ça, c'est fatal. C'est-à-dire que si vous êtes typiquement, j'ai accompagné une startup qui développe des usines, enfin des usines, c'est pas très beau, mais qui en gros développe massivement l'alimentation animale à base d'insectes. Bah ça, c'est un secteur qui, dans certains pays du continent, est très réglementé. Et donc, eux, ils ont fait le choix de créer une structure en France, d'être incubés entre la France et la Tunisie, en l'occurrence, mais ils ont une empreinte panafricaine. Et eux, ils ont fait le choix d'être conformes aux réglementations européennes, qui sont franchement très compliquées à obtenir, pour dire, bah, si on obtient les best in class, en fait, bah, après, en ruissellement, on n'aura pas de problème, en fait, dans notre expansion panafricaine, parce qu'on aura été tellement exigeant que derrière, en fait, les investisseurs et tout, ça va rouler, quoi.
Et pour le moment, ça marche bien. Enfin, c'est une bonne approche, c'est-à-dire que donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire au niveau juridique, c'est si vous êtes dans la zone OHADA, bah, c'est une bonne nouvelle parce que tout a été harmonisé. Si vous êtes dans les pays de common law, il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc voilà, mais ensuite, vous ne ferez pas l'économie d'aller regarder dans chaque pays. Et attention à la fiscalité, quoi. Ça, c'est super important. Parce qu'il y a des pays dans lesquels il y a eu des startup acts et des corpus, on va dire, qui facilitent la création d'entreprises. Il y en a d'autres qui traitent encore de la même façon les grosses banques et les startups en amorçage du point de vue de la fiscalité. Et ça peut tuer votre boîte, hein. Oui. Et évidemment, le droit du travail. Faites attention au droit du travail parce que ça, c'est quelque chose que les investisseurs regardent beaucoup. C'est dans quelle mesure vous êtes en compliance par rapport à ça. Parce qu'évidemment, c'est un risque très important. Ouais, ok, très clair. Tu as beaucoup parlé de l'expérience client, les CRM pour la communauté. Du coup, quels outils ou technologies recommanderais-tu pour optimiser les opérations internes et améliorer l'expérience utilisateur dans une entreprise tech en Afrique? Alors, bon, on a déjà dépassé le temps, je ne sais pas combien de temps on se donne, mais ça, c'est un sujet. En fait, bon, Notion, c'est un outil qui est assez puissant sur lequel vous pouvez faire quand même pas mal de trucs déjà pour suivre les retours utilisateurs. Évidemment, il y a le fait de développer très tôt des chatbots et d'être sans arrêt, donc des solutions comme Tunga, Twilio ou même WhatsApp, ça marche assez bien, même si Mm, il faut plus utiliser WhatsApp, il faut trouver des solutions alternatives maintenant, mais n'empêche que ça marche bien d'être, d'avoir des NPS qui sont en règle, d'être tout le temps en train de mesurer le taux de satisfaction de vos clients et de pas laisser passer un bug, de pas laisser passer un irritant, quoi, quelque chose où en fait je vais plus utiliser cette appli parce que c'est trop compliqué ou je sais pas quoi. Donc en fait très concrètement, avoir des CRM de type Pipedrive ou en fait essayer en fait ce qui est important c'est que vous puissiez avoir centralisé quelque part toutes les données clientèle et la traiter. Tout ça c'est avoir une approche par la data en fait et définir des data points, donc des points que vous allez analyser et que vous allez suivre pour être sûr que votre service y répond à votre client, à vos clients. mm, Donc, ça peut être très agile, comme ça dépend de la taille de votre communauté en fait. C'est-à-dire que si au mm, départ j'ai une cinquantaine de clients que je connais bien, un peu avec qui je suis en train de tester, c'est mes bêta-testeurs, bah, d'avoir des chatbots sur WhatsApp, ça suffit quoi. Mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment d'engager dès le départ votre communauté, parce que ça va être eux vos meilleurs ambassadeurs ou vos pires ambassadeurs quoi. mm. Donc, Effectivement. en fait, quand on est en amorçage et qu'on débute, c'est OK d'assumer ça, hein. C'est OK de dire, bah voilà, on est pionnier, on développe notre truc et tout ça. Et c'est pour ça qu'au début, c'est bien de, de, de commencer petit. Je vous disais tout à l'heure, rêver grand, commencer petit, aller vite. Bah, commencer petit, c'est tester, être en test and learn tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le learn, il revient par le terrain, en fait. Et, Mm, euh, et comme ça, vous faites évoluer votre produit en temps réel et ça veut dire que vos revenus, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que l'investisseur, ce qu'il va regarder, c'est la progression. Donc, il va regarder le trend. En fait. Donc, en fait, est-ce que votre communauté, vous étiez 10, vous êtes 200, et quand il regarde, il voit bien que la communauté, elle est active, ou est-ce que vous étiez 10 et enfin, vous étiez 200 et maintenant vous êtes 60, et puis d'ailleurs, sur les mm, 60, il n'y a plus personne qui se connecte. C'est ça qu'il va regarder, c'est l'évolution, et ça, il faut que vous puissiez le dire, en fait. Et dire, par mm, exemple, si j'ai perdu 50 utilisateurs sur mes 200, bah, j'ai eu un bug, j'ai perdu 50 utilisateurs, bah, voilà ce que j'ai mis comme mesure voilà, j'ai mis des mesures j'oublie, mais pour rectifier. En fait, j'ai rectifié les choses comme ça et résultat, je suis passée à 600 utilisateurs. En fait, c'est cette capacité à être dans le mouvement et à réagir que va regarder un investisseur ou un financeur. ouais. Très clair. Et une dernière question de la communauté avant de prendre peut-être une ou deux dans le chat, mais je pense que c'est une question conclusion par rapport à la communauté. Quelle stratégie permet de sécuriser des financements pérennes pour des projets d'innovation sociale en Afrique au-delà des subventions et aides ponctuelles? Tu l'as déjà brièvement abordé durant la keynote, peut-être si tu veux voilà, entériner le point. Alors, en fait, moi, je pense que ce que je vous ai dit, c'est que il y a des subventions qui sont disponibles, mais il y en a de moins en moins. Il y a les concours aussi que vous pouvez faire avec des petits tickets, etc. Il y a aussi tout ce qui est, quand je vous disais rejoindre des programmes d'accompagnement et tout,
en fait, l'argent que vous dépensez pas, c'est de l'argent gagné aussi, hein. Donc, en fait, si vous êtes dans un incubateur, qu'il y a une expertise dans les programmes, souvent, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider gratuitement à faire votre business model. Tout ça, en fait, ce qui est important dans l'approche entrepreneuriale, c'est oui, il y a la levée de fonds, mais il y a aussi tout l'argent que je ne dépense pas ou que je dépense bien. Ça aussi, c'est le delta. Votre trésor, c'est la différence entre ce que vous dépensez et ce que vous gagnez. Enfin, ce que vous gagnez, ce que vous dépensez. Oui. Donc, tout l'argent que vous dépensez pas, bah, c'est mieux en trésor, quoi. Et donc, il y a ça, il y a évidemment les outils comme Fusée et autres, où vous avez, où c'est du safe, donc c'est du quasi, enfin, c'est de l'equity, mais c'est pas, vous n'êtes pas tout de suite dans une relation d'actionnariat comme vous allez être pour un ticket plus important. Ça vous donne de la respiration, ça vous permet d'avancer. La meilleure chose, ça reste les revenus que vous générez, hein, donc voilà, et puis le love money. Le love money, les business angels, tous ces gens-là qui, eux, en fait, sont souvent statistiquement des investisseurs plus courts, donc en fait, ils sont là moins longtemps. Mais alors, ma recommandation avec les business angels, c'est renseignez-vous parce que un business angel, souvent, il met un ticket dans votre boîte et puis il va être très impliqué dans ce qui s'y passe. Donc, Mm. ça peut être très positif parce que ça va vous ouvrir un réseau, comme ça peut l'être moins si la personne, elle est très intrusive alors qu'elle a un petit ticket et que vous pouvez plus prendre de décision sans lui demander, quoi. Donc, en fait, et puis, c'est vrai que malheureusement, sur le continent, en termes de solutions bancaires, il n'y a pas grand-chose et ça coûte cher. Donc, bah, financé par la dette, c'est souvent plus adapté quand vous avez une partie un peu industrielle ou que vous êtes capable de montrer que ça va générer du revenu assez rapidement pour servir la dette, quoi. Euh, mais j'insiste, hein, entreprendre, c'est avant tout créer de la valeur avec son activité et lever des fonds, c'est pour accélérer, quoi. J'aime bien ce mot de la fin. Entreprendre, c'est avant tout créer de la valeur, de l'activité avec, de la valeur avec son activité. Et la levée de fonds, c'est pour accélérer les choses. Très bien. Écoute, je vais prendre quelques minutes pour répondre à la question comment est-ce qu'on peut échanger, comment est-ce qu'on peut avoir les conseils d'Isadora, comment est-ce qu'on peut parler avec Isadora. Donc, pendant que je présente brièvement la collaboration Isadora et Entourage, est-ce que tu peux regarder dans le chat? Il y a quelques questions dans le chat. N'hésite pas à nous répondre à l'écrit à quelques-unes, mais on en sélectionne une ou deux qu'on posera et qu'on abordera dans quelques instants. Donc, je partage mon écran 2 secondes pour ceux qui veulent savoir comment avancer, comment présenter leur projet à Isadora, hein, comment avoir son aide dans la structuration de leur projet, parce que Isadora nous a un petit peu montré le type d'accompagnement qu'elle fait avec les différents entrepreneurs sur le continent. Donc, ça a intéressé apparemment certains d'entre vous. Donc, si comme moi, vous avez été très intéressé, vous avez beaucoup appris de l'échange et que vous souhaitez échanger avec Isadora, ben, ça se passe sur Entourage. Ça se passe sur Entourage parce que avec Entourage, il y a 3 étapes pour accélérer votre trajectoire avec Isadora. Lorsque vous réservez une session avec elle, qui est une session de 30 minutes ou de 1 heure, vous envoyez vos questions à l'avance pour qu'elle puisse préparer la session et puis pour qu'elle puisse bien comprendre vos défis et apporter des réponses pertinentes. Et lors de la session, elle vous montrera, elle vous aidera à établir, pardon, elle vous aidera à établir une feuille de route pratique pour vraiment mettre en place un plan d'action pour pouvoir mieux structurer votre projet. Et ensuite, vous passez à l'action grâce à l'équipe entourage qui vous assiste. Donc, c'est vraiment en 3 étapes. Vous réservez en posant vos questions. Vous entrez dans le call, vous obtenez les réponses bien pratiques à votre problématique et ensuite vous passez à l'action. Aujourd'hui, en parlant avec Isadora, Isadora, derrière cette petite phrase, je me rappelle, c'est toi. C'est toi qui nous l'as donné. Parler 1 heure avec un expert sur Entourage et vous réglez le problème qui vous empêche de dormir depuis des semaines. Tu te rappelles qu'on a fait un point et je te disais, voilà en quelques mois tout ce qu'on a fait avec les clients. Voilà comment on accompagne nos clients, des clients comme Guy-Ange et Sarah qui sont en ligne aujourd'hui. Voilà des clients qui ont déjà échangé avec des experts et qui voient leur projet avancer. Et tu l'as juste résumé en une phrase. Tu parles 1 heure avec un expert sur Entourage et tu règles le problème qui t'empêche de dormir depuis des semaines. Donc, merci pour cette catchphrase que j'ai utilisée, tu vois, que je mets sur les slides quand je présente Je suis le projet. ravie. Retrouver le sommeil avec entourage, ça pourrait être. Également, tout à fait. Et donc, pour échanger avec Isadora, il y a 2 formats aujourd'hui. Pour ceux qui sont déjà prêts, dont les projets est structuré et qui veulent avancer avec elle, il y a des one-to-one, des échanges en tête à tête qui durent 30 minutes à 1 heure. Et c'est une fois par semaine que Isadora nous accorde du temps, 1 heure par semaine. C'est tous les mercredis à 12h30 GMT. Et pour ceux dont le projet n'est pas encore assez structuré, mais qui veulent quand même avoir des premiers insights, il y a un format groupé que Isadora met en place. C'est 1 fois par mois. C'est tous les premiers mercredis de chaque mois. Et c'est une session
dans laquelle il y a l'expert Isadora et maximum quatre autres participants, avec qui échanger pour avoir des premiers insights. Et tout ceci se fait sur Entourage pour les sessions one-to-one avec comme promesse d'avoir les réponses à votre question. Donc, pour ceux qui souhaitent échanger avec Isadora, il y a le lien qui sera dans le chat pour réserver votre session en ligne. Et on a mis en place un petit code promo pour vous encourager qui s'appelle Isadora 25 et qui vous donne droit à 25% de réduction sur votre première session sur Entourage avec Isadora. Une session d'une heure vous revient à 150 euros. Vous vous rendez compte, 150 euros pour échanger pendant une heure et avoir les réponses à votre question. Et vous avez même 15 minutes supplémentaires dans cet échange. Vous payez pour une heure, vous avez 1h15 pour approfondir votre thématique durant votre premier entretien avec un expert comme Isadora. Et pour ceux qui se posent encore des questions dont le projet n'est pas encore assez abouti, donc le format groupé est pour vous. Et bien pour vous, pareil, le même code Isadora 25 est encore valable pour avoir 25% de réduction. Et la session vous revient à 56 euros au lieu de 75 euros par participant. Voilà comment échanger avec Isadora pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Et on vous met également là en live un petit sondage en live qui va apparaître pour que ceux qui ont besoin d'assistance de notre part remplissent le sondage. Et dès lundi, on vous appelle, on vous assiste pour réserver votre session avec Isadora. Donc, Isadora, voilà pour Isadora et la communauté, bien sûr. Hein, voilà pour comment échanger avec elle. J'ai juste une petite question pour toi avant qu'on passe au sondage. Quelles sont les thématiques qu'on peut venir aborder avec toi durant un entretien sur Entourage? Voilà, quels sont les sujets qui peuvent être abordés lors d'un entretien tête-à-tête sur Entourage avec toi? Alors, déjà, merci de ta confiance là-dessus. Moi, les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui beaucoup, il y en a trois. Le premier, c'est vraiment la partie stratégique, c'est-à-dire, moi, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, il faut que je lève des fonds, il faut que je lève des fonds. En fait, la première partie là, du voyage, il faut la clarifier, c'est très important. Et très souvent, en fait, c'est pas le sujet, en fait. La levée de fonds, c'est trop tôt. Et franchement, aller lever des fonds quand on n'est pas prêt, ça peut être assez douloureux. Donc, moi, ce que je fais beaucoup, c'est clarifier, en fait, clarifier le pourquoi tu fais ça, où est-ce que tu en es, c'est quoi tes actifs, quelles sont les choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, et qu'est-ce que tu dois encore aller chercher avant d'aller voir un financeur qui, je le répète, le financeur, il est analytique. Donc, il va regarder de manière analytique quelles sont les chances de succès de l'entreprise. Et ça peut être assez douloureux de s'entendre dire, ton truc, ça marche pas jamais. Ce qui n'est pas forcément vrai, hein. Moi, j'ai entendu plein d'investisseurs, et ça a pu m'arriver aussi, hein, enfin, ça arrive à tous les investisseurs de pas aller sur un deal et après de se dire, ah merde, c'était la licorne. Ouais. Mais en fait, ça arrive à tout le monde. Mais c'est vrai que donc ce que je veux dire par là, c'est que l'investisseur n'a pas nécessairement raison, mais n'empêche que c'est pas agréable quand on n'est pas forcément sûr tout de suite de soi de s'entendre dire ça. Premier point. Deuxième chose sur laquelle je travaille, ben, la structuration de la data room, c'est-à-dire très concrètement le deck, les états financiers, est-ce que c'est bien propre, l'equity story, le culture book. Moi, je suis une grande fan du culture book, je pense que c'est très important. Et puis après, bah, la dimension, si j'ai une term sheet, est-ce que les termes qu'on me propose sont propres, etc. Donc le côté un peu closing. Et puis, une des choses sur lesquelles je travaille beaucoup, et particulièrement en ce moment, c'est sur tout ce qui est les nouvelles formes de gouvernance. Donc, comment je mets en place dans mon entreprise une gouvernance à la fois opérationnelle et corpo, donc qui me permet en fait de piloter mon entreprise, de la diriger de manière propre. Parce que moi, j'entends beaucoup trop d'entrepreneurs qui disent je vais faire ci, je vais faire ça, mais tu feras rien seul. En fait. Hmm. Un énorme scoop pour toi, c'est qu'on ne va pas seul. Et qu'en plus, une entreprise qui réussit, c'est une entreprise dans laquelle chaque partie prenante de l'entreprise a envie que ça marche, quoi. Et moi, je vois les trajectoires de croissance des stadiques et tout qui sont impressionnantes, ou les Cumulus ou d'autres boîtes que moi j'aime beaucoup. C'est clair que c'est la communauté qui a porté la croissance aussi. Donc, ça, je travaille beaucoup aussi là-dessus parce que je trouve que tout ce qui est gouvernance et RH aussi, enfin, pas RH dans le sens contrat de travail et tout, mais dans le sens culture d'entreprise, alignement, Hmm. valeur, c'est un enjeu. Parce que moi, le meilleur que je vous souhaite, c'est d'arriver à lever 5 millions et tout d'un coup d'aller très vite. Et en fait, ce que peu de gens disent, parce que c'est un peu the elephant in the room, quoi, c'est que une fois que vous avez levé de l'argent, c'est là que les problèmes commencent, parce qu'il faut bien le dépenser. Et quand vous avez vos investisseurs au capital, ils sont pas là pour rigoler, en fait. Et donc, si vous n'avez pas prévu le après levé, comment je fais ma gouvernance, comment mon comité stratégique, comment je vais voir mes clients, machin, là, c'est panique à bord. Hein.
Parce que si vous Hmm. commencez, enfin, on voit beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, en fait, qui perdent un peu la tête, enfin, en tout cas, qui paniquent, en fait, enfin, qui paniquent, vous voyez ce que je veux dire, quoi, qui, en fait, se Oui. retrouvent avec tout d'un coup plein de moyens à dépenser, mais les moyens, ils sont pas là, pour rien. Ils sont là parce qu'un Hmm. investisseur, il veut faire un multiple derrière. Donc, réfléchir à ça en amont, c'est important. Voilà, c'est les trois sujets sur lesquels moi, je travaille beaucoup en ce moment. Super. Très bien. Voilà. J'aime bien la phrase que tu as utilisée, quand on lève de l'argent, c'est le début des problèmes. Enfin, ça peut Bon, le devenir, quoi, en fait. Donc, ouais. ça peut le devenir parce que, en fait, ça, c'est... Alors, l'échec fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Donc, foirer une Le boîte, voyage, ça comme tu arrive. dis. Le Voilà, le voyage, voyage. Mhm. Mais c'est vrai que c'est assez douloureux quand même quand on a été partout dans les médias, bah, ou je sais pas où, et qu'on a levé 2 millions, 3 millions, que c'est cool, on est partout. Et puis tout d'un coup, 2 ans après, on se rend compte qu'on n'a pas bien utilisé cet argent et que c'est la panique et qu'il faut liquider, quoi. Et ça, là, je suis en ce moment un portefeuille de prêts d'honneur, donc j'ai des cas très concrets, de boîtes parce que la conjoncture aussi n'a pas été bonne en 2024, donc c'est pas que la responsabilité des fondateurs. N'empêche qu'ils ont été portés au nu, ils ont fait des plateaux télé, nanana, et puis là, tout d'un coup, ils doivent annoncer qu'ils sont en liquidation, quoi. Et Hmm. donc, voilà, il faut pouvoir se dire, j'ai anticipé ça et j'ai fait mon maximum. Je veux dire, échouer si on a fait son maximum, ça fait partie du truc, c'est jamais agréable, mais ça fait partie de l'apprentissage. En revanche, échouer parce qu'on n'a pas anticipé son parcours de croissance de manière très opérationnelle, je parle d'exécution là, c'est dommage. Ça laisse pas le même goût dans la bouche. Très clair, très clair. Voilà. Merci. Alors, Merci je beaucoup. sais pas comment faire Agathe, parce qu'on a un peu éclaté le temps là, mais Yes. alors On moi, on prend j'ai vu une ou les deux questions du questions. chat. Voilà. Alors, les deux questions que je dois revoir sur le chat, la première, c'est marrant parce que vous dites comment je fais pour qu'un investisseur me pique pas mon idée. Donc ça, c'est une question de Oui. confiance. Alors ça, c'est très marrant comme question parce que Ça revient souvent, c'est ça, une dans la question que je communauté. peux. Ouais, alors moi, je peux comprendre cette question pour un corpo. C'est-à-dire que la relation corpo-startup, elle n'est pas toujours fluide, et on pourra en reparler si vous voulez. Mais c'est vrai que quand j'ai interagi avec un corpo, avec un institutionnel, ça peut être un risque, effectivement, que mon idée soit reprise en interne et pas toujours de la bonne façon. Mais alors, l'investisseur, il n'est pas là pour exécuter, hein. L'investisseur, il suit son investissement, mais il fait pas du tout les choses à votre place. Donc, il n'y a aucun risque de ça. L'investisseur, en fait, d'abord, c'est un banquier, donc il est tenu au secret. Enfin, c'est un banquier. Il a un profil de financier. Donc, le secret, c'est quelque chose de très important. Donc, le secret des affaires. Et d'ailleurs, quand vous ouvrez votre data room, vous faites signer un accord de confidentialité, un non-disclosure agreement. Donc, voilà. Après, je vous dis pas qu'il y a des gens. Enfin, moi, j'en connais pas, hein, des investisseurs qui rigolent avec ça, sur la confidentialité et tout. Tout le monde a tout à fait conscience de ça. Et alors, une fois que l'investisseur il est au capital, c'est votre allié, il a tout intérêt à ce que votre boîte cartonne. Donc, il va pas s'amuser à aller faire des choses qui sont désalignées avec votre intérêt. Après, ce qui peut arriver, c'est que ben, vous avez l'impression que votre intérêt, c'est ça, et lui, il a l'impression que son intérêt, c'est ça, et que vous rentrez en conflit. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ça sera pas... Enfin, moi, j'ai jamais... qu'il y ait des désaccords, oui, mais de la malhonnêteté au point de... Et puis surtout, un investisseur, il n'est pas entrepreneur, donc il ne va pas vous piquer votre idée pour la développer. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Cette question, elle a du sens pour des corpos, plus pour des corpos, mais il y a des façons de se prémunir contre ça et de travailler intelligemment, quoi. Après, je vais pas vous dire que c'est simple pour une startup de travailler avec un corpo. Non, il y a une méthode et c'est pas toujours simple. Mais il y a des partenariats qu'on regarde Instadip et Biotech, ça s'est très bien passé, hein. C'est plutôt une happy ending. Et il y en a plein des histoires comme ça. Donc, c'est juste que, voilà, il faut pas être naïf, c'est du business, quoi. Donc, il faut toujours, faut éviter de mettre trop d'émotionnel, quoi. Plus on est Mm. pragmatique et analytique, c'est une transaction, on est dans de la transaction, quoi. C'est ça. Et la Et la, deux- deuxième, ouais, pardon, excuse-moi, je t'écoute. et la deuxième question que tu voulais aborder, oui. Oui, alors le deuxième sujet qui est pas mal revenu, c'est vous me parlez beaucoup de responsabilité sociale, d'impact, etc. Mm. Euh, alors ça, j'ai envie de vous dire une fois de plus, dans le contexte africain, moi, 90% des entreprises que j'ai vues, elles ont ça, hein, parce en fait, elles traitent une problématique d'accès aux services essentiels ou elles viennent, comme Cumulus par exemple, gérer l'accès à l'eau potable avec une solution écologique.
Donc en fait, c'est plus comment. Moi, ma recommandation, vous avez les objectifs de développement durable qui parlent à tout le monde, bah, c'est de réfléchir à ce que vous faites. Comment est-ce que ça peut être accroché à un objectif de développement durable? Si vous prenez Ok. China, bah, l'éducation pour tous et le travail décent. Si vous prenez Socium, qui vient de lever 5 millions, bah, Socium, il travaille sur automatiser les solutions RH et donc il travaille sur, d'une certaine façon, l'emploi, le travail décent et tout ça. Euh, la fintech, c'est l'inclusion financière et c'est l'accès aux opportunités économiques. Donc en fait, les objectifs de développement durable, ils sont assez pédagogiques, tout le monde les connaît. Donc si c'est vous savez les SDG goals là, et si vous regardez ça, vous pouvez construire. En fait, votre performance, elle doit quand même. Si vous êtes que dans du social, c'est une association que vous avez, hein, c'est pas une entreprise. Mhm. Donc en fait, la différence entre une entreprise, on va dire, purement commerciale et une entreprise qui cherche à avoir aussi de l'impact social pour sa communauté, c'est souvent le profil de rentabilité qui diffère. Et à long terme, les investisseurs, ils vont rester plus longtemps parce que par hypothèse, si le pricing, il est conscient par rapport à une population, bah forcément, vous allez gagner moins d'argent moins vite qu'une boîte qui va dire, moi, je m'en fiche et ce que je fais, c'est, je vais voir que des deep pockets, des gens qui ont de l'argent et je vais leur facturer cher un service. Je porte pas de jugement de valeur, je dis juste que c'est deux modèles différents. Donc en fait, si vous avez vraiment cette idée d'impact, eh ben, il faut aller voir en plus des fonds comme Ring ou comme 54 Collective ou Digital Africa et tout, où ils vont vous demander aussi de mesurer l'impact, c'est-à-dire d'être capable de documenter que vous n'avez pas une solution qui est purement commerciale, mais que vous cherchez à craquer un problème d'intérêt général derrière. Et justement, sur Digital Africa, les tickets sont de combien en moyenne? Bah, en fait, c'est entre 50 et 100. Ils ont développé beaucoup de tickets de 100 dernièrement. Ça va max 150, mais c'est plutôt 100 euros. Hein, c'est le cas euro, hein, pas 100 Oui, euros, bien 100 sûr. euros. Ok, Et donc, c'est du safe, donc ça va assez vite. Et c'est vrai que des investisseurs comme ça, bah, vous avez Launch Africa aussi qui fait des tickets comme ça, tickets en collective. Classics Lab, ils donnent aussi un petit ticket. Seedstar. Enfin, ça, vous pouvez aller sur Africa The Big Deal, hein, et on remercie mille fois Max qui tient ça avec Africa The Big Deal, l'AFCA aussi qui référence les investisseurs. Vous pouvez aussi aller voir l'excellent site de mon ami Dounia, Africa News Agency, qui fait très souvent des dossiers là-dessus, sur la tech et sur. Donc, ce qui est chouette, c'est que ça commence à se structurer. Je dis pas que l'accès à la data est simple, mais ça se structure. Et puis, vous avez des événements comme Africa Arena, comme le GAITEX, comme ces événements-là où bah, tout le monde se regroupe au même endroit et ils produisent beaucoup chaque année. Ils font des rapports par tech, fait un rapport chaque année. Euh, euh, Emerging Valley fait des rapports aussi. Africa Arena. Enfin, regardez chaque année au mois de décembre, janvier, vous avez des rapports super bien faits dans lesquels sont référencés. Vous avez Sandemo aussi qui a fait dernièrement une étude sur les incubateurs, les accélérateurs. Vous avez AfriLab. Enfin, c'est important, en fait. Moi, la recommandation, enfin, il me reste peut-être une minute pour vous dire ça, mais ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que votre denrée la plus, les deux choses que vous devez soigner dans ces périodes de croissance et de levée de fonds, c'est votre temps et votre charge mentale, quoi. C'est-à-dire, tout ça, c'est du mental, quoi. Et parce que vous allez vous prendre des portes, vous allez vous prendre des trucs désagréables. Donc, c'est vraiment muscler ça. Et c'est pour ça que je vous mhm. disais, pour faire le lien avec ce que je disais au début, c'est parler avec votre entourage et parler avec entourage. Parce que, en fait, vous allez avoir besoin de ça. Votre force mentale, elle est là. Donc, c'est la confiance et la gestion de votre temps, l'assertivité. Et donc, ça sert à rien, en fait, d'aller voir Partech si si ce que vous cherchez, c'est un ticket de 50 ou 100 000 euros et que vous n'avez pas encore de revenus. En fait, vous allez vous prendre un non parce que c'est pas leur thèse d'investissement et que c'est pas ça leur. En revanche, allez voir des structures comme Django, comme Ring, comme 54 Collective, comme Digital Africa, etc. Si vous êtes plus en phase d'amorçage et que vous cherchez des tickets de 100, 150, et puis regardez comment ils se présentent. Souvent, sachez que les fonds d'investissement, ils ont une problématique de scouting. Ils cherchent tout le temps en fait à identifier des bons deals. Donc, mais pour eux, un bon deal, ça va être un call bien préparé. Donc, des réponses aux questions sur les unit economics. Vous retrouvez sur Internet comment les calculer et ce que c'est.
des questions pertinentes sur votre équipe et une sincérité, quoi. Ça, je sais le Mm. faire, ça, je sais pas le faire. Ouais, Euh, ça, je l'ai bien fait. Ça, bah, on a fait comme ça. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était pas bien. Donc, on a changé, on a fait comme ça. Pas la peine de planquer parce que de toute façon, un bon investisseur, il trouvera la réponse. c'est ça. Donc, vous gagnez du temps, quoi. Très clair. Voilà. Merci pour ce mot de la fin. Donc, on te remercie énormément. Comme je disais aux membres de la communauté, vous avez appris énormément, on a appris énormément ensemble. Pour passer à l'action avec Isadora, le lien est dans le chat. Ceux qui ont rempli le sondage, on vous appelle dès lundi pour vous assister. Voilà, le message est assez clair. Ceux qui ont besoin d'un accompagnement avec Isadora se reconnaissent et ils sauront réserver cette session. Un petit mot pour présenter l'expert qui prendra la place d'Isadora dans une semaine, c'est Fabrice Comlan qui va animer sa masterclass sur comment faciliter votre retour en Afrique. Donc, le lien pour s'inscrire à sa masterclass est également dans le chat. Dans le chat, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et enfin, on a fini. On remercie énormément, énormément, énormément Isadora pour ton temps. Et on te laisse le dernier mot, le mot de la fin pour tout clôturer. Alors, moi, le mot de la fin, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est qu'on a vraiment, le monde a besoin des entrepreneurs du continent et des idées qui émergent du continent. Moi, je suis fascinée toujours de voir qu'il y a plein de modèles qui s'inventent sur le modèle entrepreneuriaux, justement, qui allient business et impact, qui moi, m'inspire énormément. Donc, si on peut faire, enfin, moi, je suis à votre entière disposition pour vous aider à la hauteur de mon expertise et de mes moyens pour déployer ces solutions-là, parce que je pense que beaucoup de solutions aux problèmes de notre monde et des modèles un peu qui font pas tellement rêver, qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs, se trouvent sur le continent et a fortiori des entrepreneurs qui développent des solutions frugales, intelligentes, ancrées dans les communautés, etc. Donc, ne lâchez rien, we are one, et Entourage est là pour vous. Donc, c'est vraiment important de vous entourer, vraiment. Il n'y a pas de... Enfin, on a tous besoin d'aide, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà ce que j'ai envie Par- de vous dire. Parfait. Merci beaucoup, Isadora. Merci, chers membres de la communauté. Merci. Samedi prochain. Ciao, ciao. Salut, merci Raouda. Bon week-end tout le monde. Bon week-end.